Soyez à nouveau les bienvenus sur votre antenne, mesdames et messieurs, avec 10-12, le Zénith. Bonjour à tous, bonjour à vous. Nous sommes très heureux pour cette énième rencontre ce matin qui vous donne encore l'occasion de mieux comprendre l'actualité qui gravite autour du Cameroun, mais surtout mieux comprendre les réalités sociétales qui sont les nôtres aujourd'hui. Regard plongé effectivement au pays des hommes intègres au Burkina Faso. Enfin, il sera certainement à la barre, si tout se passe bien, Blaise Compaoré inculpé dans l'assassinat de Thomas Sankara il y a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Comment comprendre qu'un procès qui a été longtemps attendu en arrive finalement à cette étape aujourd'hui? Sera-t-il véritablement devant la barre quand on sait que ce dernier a eu, il y a quelque temps après sa mise à l'écart du pouvoir, la nationalité ivoirienne? Va-t-il réellement comparaître, madame, messieurs? La question est posée. Et ce matin, on en profite pour saluer les nombreux panafricanistes qui se sont réveillés avec cette actualité. Et depuis hier, ça bat bien sûr, on va dire, les cœurs sur la toile. Beaucoup sont au cœur de cette actualité et veulent bien comprendre si Blaise Compaoré se rendra devant la justice burkinabé pour se faire entendre. Il n'est pas seul. Ils sont 13 personnes, bien évidemment, qui sont concernées par ce dossier aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec le détenu de la prison, si vous voulez, détenu de l'opération d'Épervier, M. Jean-Baptiste Nguinéfa, l'ancien directeur de la SCDP, qui, selon des informations en notre possession, serait bien sûr confisqué au niveau de l'hôpital central de Yaoundé pour non-paiement de factures. Ce dernier aurait fait savoir qu'en tant que détenu, les paiements de factures ne lui incombent en rien et que c'est l'État du Cameroun qui devrait s'en occuper véritablement. L'actualité fait parler plus d'un dans le sérail. Devrait-il rester confisqué dans cette hôpital aujourd'hui? Toutes les questions sont posées. Bienvenue à tous, c'est le Cameroun qui bouge. Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audrey Oyengelek et Isabelle Carozopet, ensemble unis pour la même mission. Madame, messieurs, jusqu'à 12 h, vous serez servis, malgré les menaces. Charles Amel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est vrai, monsieur Nguinéfa n'a pas le droit de payer. Vous l'avez incarcéré, c'est à vous d'assumer toutes les charges, monsieur Michel Ngachou. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été jugé, on n'a pas tranché. Il est toujours en détention provisoire. Après combien d'années, monsieur Michel Ngachou? Il faut se poser toutes les questions. Dans tous les cas, passons, monsieur Michel Ngachou, et allons en Gaoundéré, plus précisément à l'université, où je salue d'ailleurs très respectueusement madame le recteur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'université de Gaoundéré, où deux petites pluies ont littéralement fait voler la toiture de la tribune aménagée pour les Jeux universitaires et détruit littéralement cette tribune dont les étudiants disent avoir été construite au Wassa Wassa. Vous comprenez un peu ce qu'on dit, monsieur Michel Ngachou, pour justifier les fonds. Vivement que la CONAC, nous l'invitons à descendre à l'université de Ngaoundéré. Nous invitons même la NIF à s'intéresser à ces dossiers parce que là-bas, apparemment, il y a trop de wassa-wassa, monsieur Michel Ngachou. Voilà. Le wash-wash, qu'est-ce qui se passe de ce côté? Il faut aller regarder la tribune, les images qui nous ont été envoyées de ce côté. Monsieur Michel, la tribune est en épave. Pourtant, de l'argent a été décaissé. À quoi servira cet argent? Autre fait, le ministre des Enseignements secondaires, après annulation des jeux de FENASCO, je pense bien, oui. La FENASCO a demandé à ce que l'argent qui devait être utilisé par les différents établissements soit plutôt réutilisé pour désinfecter les établissements. Monsieur Michel Ngachou, voilà. C'est combien d'argent? La désinfection coûte combien? C'est combien d'argent? Mais l'argent qui initialement avait été prévu pour cette tâche, qu'est-ce qu'on en a fait véritablement? Parce que la question centrale, c'est le Covid. C'est le Covid. Voilà. Il faut justifier, monsieur Michel Ngachou, avant que l'opération Épervier, si jamais il y aura, va mettre l'essai. Mais déjà, il y a des grincements dedans parce que certains établissements n'ont pas reçu cet argent. C'est en un. Et de deux, les autres qui disent que cet argent n'est pas arrivé, comment est-ce qu'on va réorienter? Trop de questions et d'embrouilles. Espérons que ce n'est pas le Covid-Gate qui crée tout cela. Le Cameroun a ses réalités, madame, messieurs. Nous avons choisi chaque matin de vous en parler. Vous en parler avec, on va dire, fermeté. Mais surtout,
vous dire exactement, vous présenter le vrai visage de ce pays. Aujourd'hui, on parle encore d'un nouveau parti politique qui vient bien sûr de naître, en abrégé APAR, A-P-A-R, et qui signifie Alliance patriotique et républicaine du Cameroun. C'est le parti de Célestin N'Djamène, souvenez-vous, ancien du Social Democratic Front, qui aurait fait un petit détour au MRC. Aujourd'hui, il est par alliance avec le régime en place et nous présente son premier parti politique. À quoi cela va-t-il ressembler, ce parti? Qui seront certainement ses alliés? Qui seront ses fidèles? La question est posée ce matin. Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Campaoré, devant la barre, vous vous attendiez à ça, vous? Il y a longtemps que cela aurait dû être fait, mais comme ce que vous appelez communauté internationale est là pour protéger les plus forts, il en a échappé, mais il n'échappera pas au jugement de l'histoire. Même si la nationalité ivoirienne peut lui permettre de s'écarter d'un certain nombre de choses, l'histoire retiendra qu'en fait, il doit être jugé pour cela. Des images de lui, les toutes récentes sont celles où on a vu, je parle bien de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, célébrant, c'est un an de plus. Alors, il est, on va dire, diminué physiquement. On a attendu 34 ans pour ouvrir ce procès au Burkina Faso aujourd'hui. Alors, il y a quand même de quoi se demander pourquoi attendre aussi longtemps? Non, premièrement, il y avait Houphouët-Boigny, il était au pouvoir au Burkina Faso et Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Cela ne pouvait pas être fait. Quelque temps après Konan Bédié, c'était la suite de Houphouët-Boigny. Maintenant, Laurent Gbagbo arrive, on ne lui permet pas d'étendre son magistère. Lui arrive ce qui lui arrive. Et maintenant, il arrive en Côte d'Ivoire, un président qui est d'origine burkinabé, mais bon, donc qui est encore là et qui fait tout pour justement que ce procès ne s'ouvre pas. Parce qu'il y en a, il a couvert même Guillaume Soro d'un autre procès en 2015. Mais bon, est-ce que ce sera pour combien de temps? On n'en sait rien. Mais toujours est-il que la France, aujourd'hui, dans sa logique de réélection, Emmanuel Macron est obligé de lâcher de l'Est, de commencer quand même à laisser certains coups de franche aux peuples africains, à certains chefs d'État africains. Mais il faut qu'ils se l'arrachent. Par exemple, ce qui se passe au Burkina Faso, c'est la même chose que Touadéra est en train de faire en République centrafricaine. Gbagbo avait essayé, mais seul on l'avait abandonné. Il faudrait justement que cette dynamique arrive et surtout que le sommet Afrique-France qui aura lieu à Montpellier en juillet prochain actionne ce levier-là. Oui, actionne ce levier pour amener... Est-ce que ça fera partie de l'ordre du jour, là, les questions sont posées? Est-ce que Achille Mbembe pourra l'insérer pour qu'on puisse en parler? Non, il est question de questionner les relations qu'il dit séculaires entre la France et l'Afrique. Ouais. Et ici, c'est la société civile qui va parler. Et la société civile va orienter un certain nombre de choses, notamment les accords de coopération. La société civile, les chefs d'État africains n'y seront pas. Non, les chefs d'État africains n'y seront pas. C'est une grande première. C'est une grande première. Donc, il faudrait que... Société civile africaine, laquelle? On sait quand même qu'on a le ballet national, je pense que je peux me tromper. On a plusieurs sociétés civiles en Afrique de l'Ouest qui ont germé et qui marchent très bien. Est-ce qu'on peut avoir la chance d'avoir de vraies sociétés civiles africaines représentées à ce sommet, entre guillemets, Afrique-France? Tout à fait, parce que l'Afrique de l'Ouest a ceci de particulier que là-bas on permet la double nationalité. Ouais. Vous vous souvenez que Youssouf Ndour, par exemple, était ministre avec la nationalité française, était ministre dans son pays d'origine, le Sénégal. Abdoulaye Wade lui-même, il n'a pas encore ses enfants, ils ont des doubles nationalités. Donc là-bas, les Africains de l'Ouest qui évoluent en France avec la nationalité française peuvent s'investir également dans leur pays et ça va actionner. Ils étaient d'ailleurs pour beaucoup dans les gilets jaunes. Donc ils peuvent actionner comme ça et demander, exiger que Compaoré soit
rapatriés, soit extradés au Burkina Faso pour qu'ils répondent de ces actes-là. Bon Bengan Kandji, en espérant voir la stratégie qui sera mise en place par les Africains qui sont très nombreux aujourd'hui en France. Seront-ils muets pendant ce sommet Afrique-France, avec ces Africains qui viendront en réalité représenter la société civile africaine lors de cette rencontre entre le pays français et ces sociétés civiles africaines. On en parlera certainement, madame, messieurs, dans les prochains jours. Restez sur Equinox Télévision et allons dire bonjour, comme cela se doit, à Isabelle Carole Zoupet, qui est avec nous ce matin. Fier de vous retrouver. Bonjour à vous, Isabelle. Bonjour à vous, Michel. Bonjour à tous ceux qui regardent le programme. Voilà. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour particulier à la communauté musulmane qui a entamé hier le jeûne en prélude à la cérémonie du Ramadan. Très bien. Merci à vous. Madame, messieurs, n'oubliez pas les plateformes. On aime à vous le rappeler chaque matin. Equinox TV, pour vous qui nous regardez sur Facebook, merci de laisser vos commentaires. Et on salue également ceux-là qui nous laisseront, bien évidemment, un message par SMS. Attention, l'histoire de ce matin. Écoutons Dominique. Oui. Je vous porte ce matin l'histoire de le problème de cette jeune femme âgée de 25 ans, titulaire d'un BTS. Malheureusement, elle dit qu'elle est encore au chômage et de temps en temps, elle trouve de petites activités qui lui permettent de joindre les deux bouts. À côté d'elle, il y a un jeune homme qui lui est âgé de 28 ans. Il n'a que le BPC, mais il a une activité rémunératrice de revenus qui lui permet de s'occuper de lui, de sa famille et de sa jeune copine depuis quasiment 2 ans du début de leur relation. La jeune femme nous dit qu'entre deux, il n'y a pas de souci, mais sauf qu'elle a un peu peur de sa mère. Elle l'explique en disant que par le passé, elle a présenté quelques jeunes hommes à sa mère. Celle-ci a été toujours réfractaire à ces relations simplement après avoir posé la question suivante à ces jeunes hommes. Quel est votre niveau d'études ? À chaque fois, les jeunes hommes qui sont venus pour avoir une relation avec la jeune femme présentaient un niveau qui était inférieur à celui de celle-ci et conséquence, à chaque fois, sa mère les a tout le temps repoussés. Sauf que ça fait 2 ans, elle entretient cette relation en cachette et elle ne sait pas comment dire à sa mère que maman, voilà, le jeune garçon que j'aime, celui avec qui j'envisage de faire ma vie parce que cela est mis en projet, est un garçon qui n'a que le BPC, il n'atteint pas le niveau que tu escomptes, c'est-à-dire me dépasser moi qui ai un BTS. Comment le dire et le faire accepter à sa mère? Elle a un peu peur de la réaction de cette dernière. Donc son problème réellement, c'est de ramener un homme qui lui plaît, le dire à sa quel mère. que soit justement son niveau d'études, oui. Parce que maman ne voudrait pas qu'elle ait un garçon, je sais pas, un homme qui soit en deçà de ce qu'elle représente. Oui, parce que sa mère dit, si quelqu'un n'est pas allé à l'école, n'a pas un niveau d'études supérieur à celui de sa fille, il ne pourra pas être à même d'encadrer cette dernière. On le disait, ou encore des penseurs aiment à le dire, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Est-ce que cette fille se retrouverait justement dans cette spirale-là, Dominique Audrey? Certainement, certainement. Malheureusement, on a encore des gens, pas seulement des parents, même des personnes de notre tranche d'âge qui estiment que avoir poussé l'école très loin fait de nous des personnes accomplies simplement de par les diplômes qu'on a acquis. Malheureusement, non. Les personnes au-delà de ces bouts de papier que représentent ces diplômes-là ont certaines valeurs intrinsèques qu'on devrait mettre en avant. Et le jeune homme a déjà un emploi. Il a déjà un emploi et il n'a que son BPC. Est-ce qu'on va stigmatiser les personnes qui ne sont pas allées à l'école simplement parce qu'on ne veut pas que notre fils ou notre fille les épouse? Non. On peut avoir un beau-fils qui a tous ces cursus-là, qui a bac plus 50, il est docteur en doctorat et tout ça, mais il va arriver et justement à cause de cela, maltraiter, martyriser votre fille à la maison. Est-ce que c'est ce que la mère veut? Je ne pense pas. Donc il faudrait à la jeune fille faire comprendre simplement à votre mère qui malheureusement a une perception rétrograde de ce que c'est que les relations interpersonnelles hommes-femmes aujourd'hui. C'est à vous d'amener votre mère à comprendre que cet homme en face n'a peut-être pas la licence ou bien le master 2 ou je sais pas trop quoi, mais au moins il me respecte. Au moins, il m'aime, au moins, il m'écoute quand je lui parle. Parce que lorsqu'on se parle, on ne parle pas. Est-ce que c'est un parent
traînes avec eux aujourd'hui en disant, ben écoute, ma fille, même si tu dois me ramener un homme, ramène-moi un homme quand même, enfin, je sais pas à quel niveau, entre guillemets, intellectuel, pour un elle, peu plus élevé que toi. Oui. Mais est-ce que c'est pas également une garantie quand même que la fille, ayant en face d'elle un homme qui, à un certain niveau, est-ce qu'il n'y a pas une sécurité, entre guillemets, qu'on peut retrouver par là? Non, lorsque vous êtes avec votre femme, vous ne parlez pas de mathématiques, de ce que vous avez fait à l'école. Non, on ne dit pas qu'il faut être un culte. Le fait de ne pas avoir eu des diplômes ne fait pas de vous des individus amoindris. D'accord, vous n'avez que le BPC, vous n'avez que le probatoire ou bien vous n'avez que le bac. Mais est-ce que ça veut dire que vous arrêtez de vous cultiver? Non. Non, non, non. Vous le dites à qui? À la femme? À celle-ci, à la jeune fille. Ce sont peut-être des arguments qu'elle pourra donner à sa mère. Parce que lorsqu'on est avec son mari ou sa femme qui n'est pas allé à l'école, il est important qu'on puisse tenir une conversation, que votre femme ou bien que votre conjoint, votre partenaire, votre petit ami puisse tenir une conversation, puisse s'exprimer sur tous les sujets. Mais est-ce que c'est en allant à l'école forcément ou bien en ayant eu les diplômes qu'on aura la possibilité de s'exprimer sur un certain nombre de choses? Je ne pense pas. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde a la possibilité d'apprendre tout, sur tout. Vous pouvez parler de science aujourd'hui, vous pouvez parler de Covid-19 aujourd'hui, simplement parce qu'il y a des gens qui ont fait des recherches et qui l'ont mis à disposition, à la portée de tout le monde pour pouvoir se cultiver un petit peu. Donc, il faudrait pas à ces personnes qui sont frustrées au quotidien par ce genre d'appréhension, par ce genre de réflexion, ne vous arrêtez pas à cela, continuez simplement de vous cultiver sans forcément... J'aimerais bien voir les choses à l'inverse également. J'aimerais bien voir les choses à l'inverse dans un premier temps, mais puisqu'on est dans une histoire, on en parlera. On peut élargir. Alors, justement, à la question ce matin, Isabelle Carole, vous êtes une maman, vous choisirez le type d'homme qui irait avec votre fille. Est-ce que vous aurez une sélection en ce qui concerne ses diplômes, son cursus, son positionnement? Pourquoi ne pas laisser le cœur battre? Qu'est-ce que vous en dites, vous, maman? Moi, je crois que vraiment, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus. C'est-à-dire que dans cette relation que ma fille entretient avec cet homme, encore que pour elle, la maman opposition le débat au niveau du niveau d'études. Je crois que c'est tellement, c'est révolu pour moi, c'est dépassé. C'est ce genre de mentalité peut-être que quelques-uns avaient avant, mais je crois que plus le temps évolue, plus on comprend bien que ce n'est vraiment pas important lorsqu'on décide de choisir l'homme avec lequel on vivra toute une vie. C'est un élément qui vient pas, qui pour ma part ne compte pas suffisamment assez. Que j'ai un master, que j'ai la question du diplôme en fait. Oui, que j'ai un doctorat et que j'ai en face un homme qui n'est même pas là à l'école. C'est pas ça le problème. Il y a des valeurs qu'on recherche chez un homme et c'est bien au-delà des études. On a besoin, oui bien sûr, parce que l'école c'est important, ça il faut d'abord le dire aux uns et aux autres. Mais maintenant, l'homme qu'on choisit pour sa vie, moi j'ai besoin d'un homme qui maîtrise l'école de la vie. Pour moi, c'est ce qui compte quand on fait le casting de l'homme avec lequel on passera ses jours. J'ai besoin que cet homme maîtrise au bout des doigts l'école de la vie. C'est ce qui est plus important. On pourrait vous demander, qu'est-ce que vous mettez dans l'école de la vie? L'école de la vie, c'est un homme qui a quand même une certaine expérience. C'est un homme qui est social, c'est un homme qui est humain, c'est un homme qui sait vivre avec les autres, c'est un homme qui n'a pas des attitudes qui sont en marge de la société. Ce sont ces valeurs-là qu'on recherche chez un homme. Un homme qui est attentionné, qui respecte une femme, qui reconnaît sa place. Seulement, ce qu'on retrouve très souvent, ou alors ce qui gêne très souvent les mamans, ou encore d'autres belles mamans, c'est le fait que c'est la femme. Parce que oui, c'est là où les hommes même parfois sont très réticents. Au moindre pépin, elle fera vite de lui dire « Tu devrais te vanter de m'avoir épousé, moi, Isabelle Carole, parce que vraiment, j'ai un niveau d'études plus élevé que toi. » Est-ce que la maman est méfiante sur cette question que vous évoquez? La maman justement est méfiante parce qu'elle sait que sa fille ne fera pas 2 jours en mariage. Parce qu'au moins, elle ne fera que dire à son mari, est-ce que tu sais que j'ai une licence et toi tu n'as qu'un BEPC et toi tu viens me parler comme ça le soir. Vraiment tu ne dois pas me parler ainsi et tout. Et même c'est en public qu'elle attendra pour rappeler aux uns et aux autres que vraiment mon mari que vous voyez là n'a que le CEP, n'a que ceci. Donc tout le temps elle sera en train de ridiculiser son mari, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc on peut comprendre peut-être que la maman soit peut-être prévenante par rapport à ce genre de situation et veut éviter le pire pour sa fille parce qu'elle sait très bien que sa fille est une personne qui a du mal à tenir sa langue. Parce que vous savez, dans le couple, il faut éviter
que ce soit dans le couple ou pas, on évite de choquer les uns ou les autres avec leurs faiblesses. C'est-à-dire que savoir que tu... Non, mais est-ce que ne pas avoir un diplôme, est-ce que ne pas avoir des diplômes, c'est une faiblesse? Parce que vous évoquez très bien. Ce n'est pas une faiblesse, mais je dis... Il y a deux écoles. Il y a l'école de Charlemagne, il y a l'école de la vie. Oui, c'est pour ça que je dis, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'école de la vie. J'ai besoin d'un homme qui maîtrise l'école de la vie. D'accord. Maintenant, je dis, les femmes, ce qui pose problème, c'est que les femmes auront vite fait de dire, ok, d'accord, tout le temps, elle sera en train de rappeler à son mari son niveau d'études. Et vraiment, le monsieur, à un moment donné, sera même très mal à l'aise. Parce que d'avoir une femme qui est tout le temps en train de vous dire, tu me parles comme ça alors que tu n'as qu'un BPC. À un moment donné, on se fatigue, Est-ce vraiment, ça nous que, tape justement, sur le système à la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz, bien sûr, aux hommes qui nous regardent ce matin? Parce qu'ils sont certainement, il y en a qui se retrouvent dans la situation, qui se disent, ben, d'accord, j'ai un niveau d'études un peu en deçà de ce que ma femme, elle représente. Est-ce qu'il y a un conseil spécifique pour ces derniers? Pour ceux-là ce matin? Ceux-là qui ont un niveau d'études inférieur, je crois qu'il faut qu'ils fassent le bon casting. Moi, j'insiste toujours dessus. La personne que vous voulez pour votre vie, vraiment, prenez le temps qu'il faut pour faire un bon casting. Parce qu'en principe, et c'est ce qui devrait être, lorsqu'on se marie, ça devait être pour une vie. Dominique Odé, on veut rebondir. Oui, bon casting, ça oui, par rapport à la question, non, par rapport à la question sur les hommes, malheureusement, il y en a qui ont du mal à assumer des femmes qui ont un certain niveau. Je me rappelle, on avait un locataire à l'époque, un mini-femme qui disait, lui, pour lui, sa femme ne doit pas aller plus loin que le probatoire parce que lui, il n'est pas allé à l'école et qu'il ne veut pas une femme qui va venir lui parler le français de Ngwaikele. Il ne veut pas ça. Donc, conséquence, il sortait avec une jeune femme qui venait d'avoir son BPC et bim, il a enlevé l'enfant de l'école, l'enfant autrui de l'école. D'accord. Alors, je voudrais bien comprendre, Bomo Bengan. C'est quand même une question qui... C'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Hein. On a des familles, on a des frères, on a des sœurs qui se retrouvent très souvent dans cette histoire. Il se trouve quand même que la femme qui allait à l'école, et que nous respectons, que nous adorons, parce que moi j'aime les filles instruites, moi je parle de moi par exemple, la femme qui allait à l'école... Un niveau pour vous? Non. Vraiment, si vous n'avez même pas de... Si vous n'êtes même pas allé à l'école, n'approchez pas Michel Gacou. J'ai pas dit ça. Ça, il faut le dire en femme. Non, écoutez, oui, c'est ce que vous dites. On aime les femmes assumez cultivées. Votre point de vue. C'est mon petit point de vue. Voilà. Une femme cultivée, c'est bien. Une femme qui parle bien, c'est bien. Une femme qui a quand même des outils, c'est bien. Bon, maintenant, il y a quand même que vous avez un niveau d'études en deçà de ce que la femme représente. Est-ce que c'est pas... Non, vous avez parlé de vous, Michel Gacou. Non, mais ne faites pas façon sur moi. Oui, il y a comme moi, il y a beaucoup d'hommes comme moi en même temps. Acceptez-moi que vous avez fauté. En faisant quoi? Vous avez dit vous voulez des femmes instruites. Non, je n'ai pas dit que je veux. J'aime. Merci. Voilà. Aimer et vouloir. Non, c'est vous qui dites. Entre aimer et vouloir, il y a vous désirez. On refait le débat. Vous désirez. On les aime bien comme ça. Bon, comment vous appréciez ça? Votre fille viendra vous dire demain, papa, j'ai une fille, j'ai mon doctorat, je suis professeur, mais l'homme que je vais épouser n'a rien d'autre qu'un petit BEPC. Qu'est-ce que le père lui dira? D'abord, moi, toutes mes épouses sont plus diplômées que moi. N'est-ce pas? Mais je n'en souffre pas. Je n'en souffre pas. Elle-même, elle ne montre pas un certain orgueil, une certaine suprématie à mon égard. Ouais. Elle me respecte comme ça. Mais elle respecte quoi? Le savoir? Je ne sais pas. Elle respecte quand je suis arrivé. Et bon, pour la première, on m'a donné une machette, une lime. Ouais. On a voulu savoir si je sais limer la machette. Quand j'ai pris là, j'ai commencé. Mon papa a dit non. J'ai d'abord pris la première sans doter. Avant, j'ai doté après. Bon, pour la deuxième, c'était sensiblement la même chose. C'était que, voilà, sa maman m'a apprécié. Elle a dit que non, ma fille, vraiment, c'était tout ce que tu as apporté. Voilà, on m'a même jamais demandé si j'ai été à l'école ou pas. Voilà, bon, moi, j'avais peur intérieurement que, voilà, les longs crayons, si je vais faire comment. Mais ça n'a jamais été le cas. Mais sauf que, si vous lisez l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, voilà, la Grande Royale a dit tout change et nous devons vivre avec notre temps. Et c'est un proverbe d'ailleurs bantou qu'elle a répertorié parce que lorsque ça change, c'est la femme qui parle en public. Et vous avez vu, c'est elle qui a dit faut-il aller à l'école des Blancs? Elle a dit oui, il faut y aller. Mais nos enfants vont perdre l'essentiel de ce que nous aimons en eux. Ouais. Voilà ce que dit la Grande Royale. Ça se traduit chez nous comment? Nous avons atteint le fond. On est dans le culte des diplômes. C'est cela donc, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Qu'est-ce que vous allez faire dans un Cameroun où c'est le culte des diplômes?
Les gens sont même diplômés, ils ne savent rien faire. Voilà. Mais c'est le diplôme, j'ai un BTS. BTS, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire quoi, j'ai un BTS? Voilà, mais sauf que ça va apporter, c'est l'environnement. Moi, je comprends la maman, mais sauf que derrière l'idée de la maman, c'est que à niveau BTS, là, c'est ministre, comme si ministre était une association. Comme ça, elle oublie même que c'est un décret. Et même des directeurs généraux, on peut l'enlever. Donc, vous voyez, il y a une construction mentale qui fait que mon beau-fils doit être un grand. Diplôme Il égal doit argent. être un grand. Donc, diplôme, ça veut dire, lorsqu'il a un master, ça veut dire que l'argent viendra, ça veut dire que, voilà, j'aurai une respectabilité sociale, j'aurai... Tout ça nous écarte donc du mariage. Donc vous estimez que la maman a beaucoup plus vu, on va dire, le positionnement de cette fille sociologiquement parlant. Tout à fait. Sans se demander, en fait, si l'homme pouvait être... Enfin, si c'est le bon mari. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ces raisonnements écartent du mariage. C'est ce que mes deux filles venaient de dire en réalité, mais l'ont dit en d'autres termes. Donc, qu'est-ce qu'on apprécie? Est-ce que avoir un diplôme, c'est vrai, il y aura dans le raisonnement familial, il y a quand même, il y aura les niveaux, voilà, il y aura, est-ce que le grain complexe ne va pas naître lorsque tel va tenir un type de raisonnement que tel autre n'aura pas? Mais dans l'école du mariage, ça se résout. Comment vous équilibrez ça? Ça se résout. Moi, je connais des colonels, ils sont dans l'armée, un colonel de la gendarmerie, donc le mari vient d'être officier, donc sous-lieutenant. Donc, et je connais deux commissaires de police, une femme qui est inspecteur 3e grade et l'autre vient d'être officier de police. Et ils vivent depuis 15-20 ans sans que cela ne donne. Je connais d'autres qui étaient professeurs, les deux enseignants, l'un de géographie, la dame enseignant de français, elle est proviseur et son mari est encore sous ses ordres. Elle restait enseignante. Elle venait de nommer son mari censeur ailleurs, sans qu'il ne fasse encore des requêtes au ministère pour leur dire que mais de toutes les manières, nous sommes mariés, envoyez-nous dans le même établissement. Et là, madame est le patron de monsieur. Est-ce que c'est l'homme qui devrait dire à la femme, madame, quel que soit votre diplôme, ici c'est moi qui parle, c'est moi le chef ici, vous me mettez les diplômes à côté et vous comportez comme une femme. Est-ce qu'il faut avoir ce ton martial pour mieux s'imposer? Non. Là, nous, on ne conçoit pas le mariage comme le conflit. On conçoit le mariage comme la gestion des contradictions. D'accord. Donc, c'est à ça qu'on apprend les jeunes filles. Et cette maman, j'ai peur qu'elle n'a pas appris la gestion des contradictions à sa fille. Elle regarde le confort social, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour cette raison que sa fille, elle-même, elle a peur. Et elle aussi, elle n'a pas d'argument. C'est le genre de fille qui dit, maman, mon cœur a flashé. Mon cœur a flashé. Bon, voilà. Quand tu dis mon cœur a flashé, ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument. Moi, j'ai montré comment je peux être un bon époux, surtout un bon fils pour mon beau-père. Donc là, le diplôme, on n'a jamais demandé diplôme. Donc, ce garçon, pour donner des conseils, qui viennent, déjà la fille, elle a raison de le dire, qu'il vient dire à la maman, même que maman, puisque le mariage commence par la cuisine. Et Marguerite m'a dit qu'il y a ceci, maman, mais je te préviens, vraiment, je t'assure, je serai un bon fils pour toi. Marguerite sera bien encadrée, l'école là et tout ne changera rien, ainsi de suite. Puisque le mariage commence par la cuisine. Il y a des mamans qui très souvent demandent à leur fille, est-ce que ce garçon est bien élevé? Est-ce que ce garçon a d'autres qualités? Chère la mère, est-ce que c'est justement le langage que la mère devait tenir devant sa fille? Ou est-ce que la mère, en tant que celle qui a de l'expérience, devrait dire à la fille, ramène-le-moi ici et moi je vais vous encadrer? Monsieur Michel Ngatiou, cette maman, je suis désolé, est très loin de la réalité. Elle subit l'enfumage que nous proposent les politiques camerounais, tout simplement. C'est-à-dire où le diplôme, on est ce qu'on doit être par le diplôme. Mais il y a une question fondamentale qu'il faudrait se poser, monsieur Michel. Est-ce que parce que je sais parler bien français, je sais lire? Est-ce que parce que je sais lire, je sais bien écrire? Est-ce que parce que je sais bien écrire, je sais compter? Est-ce que parce que je sais compter, je suis à même de plaire par mon savoir
savoir-faire et savoir-être. Voilà la question fondamentale qu'il faudrait se poser. Toute maman, je sais qu'elles sont nombreuses qui regardent ce programme, devrait se poser une question. Est-ce que ma fille est prête pour le mariage? Est-ce que j'ai suffisamment donné des éléments à ma fille pour être prête pour le mariage? Vous avez des filles qui ne cuisinent pas chez elles, qui continuent bien qu'à 30 ans à manger la nourriture de maman, qui arrivent, qui boulent en disant je ne mange pas ça. Tu as préparé quoi comme ça? Et la mère de répondre, madame, je prépare pour mon mari. Oui, monsieur Michel Ngachou, il faut le dire. Vous avez des jeunes filles qui sont dans l'incapacité de ranger leurs propres affaires, les habits. De mettre la propreté dans leur propre chambre. C'est ça que vous envoyez en mariage? Elle a le diplôme. Des filles qui sont incapables de laver leurs habits. Je ne parle même pas d'autre chose, c'est-à-dire s'occuper du père, mais laver. Combien de filles qui se préparent au mariage rentrent un jour en disant, papa, j'ai une surprise pour toi. Elle a acheté un gros requin, une petite baleine, elle prépare à manger, elle fait manger, elle dit à son père que c'est quelqu'un qui m'a donné l'argent, que tu m'as... Après que le père mangeait. Vous voyez, vous riez? J'en ris parce que vous avez la technique, justement. C'est ça la technique, monsieur. Il faut entrer dans les parents. Il y a des parents. Vous donnez l'argent à la fille qui va préparer pour tes parents. Elle dit quoi? Sa femme est là pourquoi? Elle prend l'argent, elle va mettre les mèches brésiliennes et tout ce que vous voulez. A-t-elle reçu une bonne éducation? Vous avez des filles qui ont une mauvaise éducation. Beaucoup de filles ne sont pas mariées aujourd'hui, je le dis, et je prends mon cas, parce que monsieur Michel Ngachou, elles aiment le ping-pong. Ça veut dire? J'étais à l'école, j'ai étudié. Tu crois que tu as quoi? L'intelligence n'est pas la sagesse. Vous voyez? Ça fait rire Dominique. Voilà le répondant que vous avez. Oh, si vous épousez une femme, vous dites, elle a Z, vous l'amenez où? Nulle part. Elle était à l'école, elle a étudié. Vogela a dit, Molière a dit, Henri Spinoza a dit, ainsi de suite. Hegel a dit, je mange Hegel. Et le mec était frustré pour ça? Non, monsieur, non, c'est une grosse frustration, monsieur. Parce que si elle sort Hegel, on lui sort bâton. Je ne suis pas sûr qu'elle va s'en sortir. Elle va s'en sortir. Donc, monsieur Michel Ngachou, je reviens à ça en disant que chez nous, les Bantous, l'école ou l'instruction est la plus malheureuse chose qu'on puisse donner à une femme, autre que l'histoire, autre que l'école du mariage. L'instruction n'est pas la formation n'est pas la technicité n'est pas l'expérience, comment je vais dire ça, la performance ou encore l'excellence. Donc, monsieur Michel, le BTS n'ouvre que sur le plan académique au DEUG, diplôme d'études universitaires générales. Ça ne représente rien. En deuxième année, vous avez le DEUG sur le plan académique. Ouais. Sur le plan professionnel, vous avez le BTS. Après ça, vous allez chercher la licence. Elle, ou elle va aller chercher la licence professionnelle. L'autre va aller chercher la licence. On est d'accord sur la même. Il y a que les hommes devraient donc arrêter d'être complexés quand ils ont des diplômes. En leur épouse. Pas de complexe, mais surtout les femmes doivent avoir la bonne éducation, la bonne attitude, à savoir se comporter comme femme et non comme diplômée dans le foyer. Vous n'avez jamais une femme qui vous demande ça, c'est quel genre de réflexion que tu me donnes comme ça. Je vous regarde, non, ce n'est pas pour rire. Arrêtez, ce n'est pas pour rire. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai dit ce n'est pas pour rire. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est que. Elle vous parle comme ça, que ça, c'est quel genre de réflexion. Même un enfant de la 6e ou de la 6e réfléchit mieux que toi. Mais monsieur Michel Ngachou, c'est un problème. Très bien. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui, je vous en prie. N'oubliez pas, madame, monsieur, laissez-nous bien sûr. Arrêtez de rire de m'écouter. Chalamel, arrêtez de faire rire, je vous en prie. Ce n'est pas un tel de rire, non? Oui. J'ai dit, les femmes, les femmes expliquent. Elles savent mettre le geste à la parole. Tout à l'heure, on va lire. Non, mais en même temps, c'est pas parce qu'aussi un homme n'est pas là à l'école qui va aussi vraiment faire preuve, qui va passer tout son temps à ne pas vraiment s'y mettre. Parce qu'il y a les hommes aussi, il faut le dire. Ok, fais-moi asseoir, chaque fois tu me fais la dictée. Il y a des femmes qui ont la peine à sortir. Tu me fais la dictée. Non, il y a des femmes qui ont la peine à sortir avec leur mari parce qu'ils ne s'expriment pas bien aussi. Il faut qu'on apprenne. Non, attendez à vous expliquer. Non, laissez-moi que je dise certaines choses, Michel Ngachou. On est d'accord que quand on veut épouser un homme, il y a des choses qui ne viennent pas en premier plan. Mais je dis,
Ces hommes également qui ont peut-être du mal à s'exprimer, du mal à écrire et tout, peuvent au moment même dans le mariage essayer de se former. C'est important. Aujourd'hui, si on prend cette option-là, le mariage est voué à l'échec. C'est la femme qui doit éviter d'apporter des complexes. Elle n'a pas tout un complexe, mais elle a besoin que son mari puisse... Non. C'est que non, chérie, si son mari travaille déjà, elle ne travaille pas. C'est-à-dire, et c'est limite à l'organisation de leur mariage. Quand on n'y met pas la grammaire et leur oui, mais le mariage, c'est pas seulement dans une chambre. Je vous en prie. C'est pas seulement dans une chambre. On a des enfants à élever, Michel Gachy. On a des enfants à instruire. Lorsqu'un enfant rentre avec le devoir, le papa doit au moins être capable de lire, même s'il n'arrive pas à faire les La seule chose qu'on transmet à leur fille, c'est la connaissance de l'école de la vie. Lorsqu'une femme reprend son mari, c'est la façon de se... C'est dangereux. Merci, monsieur Mbachou. Merci, Isabelle. Bon, pardon, madame, messieurs. Restez les nôtres. Tout de suite, on va poursuivre le débat, s'il vous plaît. Mais allons d'abord savoir ce que nous propose la colère de ce matin. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de l'article 53 et 66 de la Constitution de 1996 au Cameroun. La Constitution du Cameroun, en son article 66, dispose que le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement assimilés, le président et les membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président et les membres du bureau du Sénat, les députés, les sénateurs, tout détenteur d'un pouvoir, d'un mandat électif, les secrétaires généraux des ministères assimilés, les directeurs des administrations centrales, les directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques, les magistrats, les personnels des administrations chargées de l'assiette, du recouvrement et du maniement des recettes publiques, tout gestionnaire des crédits et des biens publics doivent faire une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction. Point. La loi numéro 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs est venue compléter les autres catégories de personnes assujetties aux dispositions du présent article, tout en précisant les modalités d'application. Le président du Conseil économique et social, les ambassadeurs, les recteurs d'universités d'État, les délégués du gouvernement auprès de certaines municipalités, les présidents des conseils d'administration des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, les gouverneurs de région et les préfets, les présidents des commissions des marchés publics, les présidents des chambres consulaires, les chefs de projet bénéficiant de financement extérieur ou de subventions de l'État, les responsables des liquidations administratives et judiciaires, les responsables des établissements publics administratifs et des sociétés à capital public jusqu'au rang de directeur, les responsables des administrations centrales et en rang de directeur d'administration centrale, et en outre, assujetti à l'obligation de déclaration des biens et avoirs au début et à la fin de son mandat ou de sa fonction, tout ordonnateur des deniers publics au sein d'une association ou tout autre organisme privé bénéficiaire des deniers publics au titre de subvention ou de don. Est-ce que c'est appliqué au Cameroun? Non. Comment comprendre le silence du président sur la question de l'article 66 de la Constitution? À cela s'ajoute l'article 53, abordant la question de la haute cour de justice dans ce pays. Deux dispositions de la Constitution qui ne sont toujours pas d'application, 25 ans. 25. Après l'adoption de la loi fondamentale du 18 janvier 1996. La haute cour de justice, instituée par l'article 53 de la Constitution,
Cette juridiction est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la République en cas de haute trahison, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l'administration ayant reçu délégation de pouvoir en cas de complot contre la sûreté de l'État. Ni l'article 53, ni l'article 66, rien n'a bénéficié d'un décret d'application. Sauf l'article 66 qui a reçu quand même la création de la commission. Mais jusqu'ici, on n'a pas encore les membres de la dite commission. Le révérend Massingam, président de la CONAC, lorsqu'il passait devant les députés, a encore été surpris qu'on soulève la question de l'article 66. Lui-même a jeté les bras devant les députés en demandant que fera-t-il? Quelles sont les possibilités qui lui sont offertes en termes d'action? Il s'est retrouvé à faire des genoux-flexions, histoire de supplier les députés de tout faire qu'il y ait un décret d'application pour pouvoir éviter au Cameroun, au peuple camerounais, de subir les pillages, les détournements, les vols en bande organisée gérés par certains barons de ce régime qui ne lésinent sur aucun moyen pour se faire les poches. Les députés ont donné des recommandations au président de la CONAC, mais hélas, c'était des coups d'épée dans l'eau, parce que tant qu'il n'y aura pas un décret d'application, rien ne se fera. Pourquoi le président de la République hésite-t-il à déclarer ses biens? Pourquoi les différents responsables ne se battraient pas à faire, comme en son temps et à son époque, un ministre qui s'était battu a dit « Voici ce que j'ai dans mon parking, voici ce que j'ai, allez fouiller, vous m'apportez la preuve contraire. » Comment comprendre que le retard absolu du décret d'application de la loi numéro 2006-003 du 25 avril 2006 se retrouve littéralement à plomber le fonctionnement? Hier, c'était la CAN. Avant-hier, c'était les projets structurants. Aujourd'hui, nous sommes dans le Covid-19. N'était-ce pas quelque part le chef de l'État qui encourage ces bandits à piller et à détourner les caisses de l'État? Qui va-t-on accuser aujourd'hui? Comment comprendre ce retard de ce décret d'application qui dispose en son article 6 de la création d'une commission de déclaration de biens à avoir, devant préciser la composition de cette commission, son organisation ainsi que son fonctionnement? Comment comprendre la dichotomie qui existe entre les déclarations et les actions concrètes du chef de l'État sur le terrain? Car, rappelons-nous, pour le citer, en 2006, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, avait déclaré, je cite, « Ceux qui se sont enrichis aux dépens de la fortune publique doivent rendre gorge. Les délinquants à col blanc n'ont qu'à bien se tenir. » Point, fin de citation. Lors de la campagne de l'élection présidentielle de 2011, le chef de l'État a encore déclaré, je cite, « La lutte contre la corruption va aller en s'intensifiant. » Point, fin de citation. Pourquoi donc le décret d'application de cette loi tarde-t-il? Quelle est l'identité des individus qu'on veut protéger? Pourquoi le chef de l'État ne travaille-t-il pas suivant les canaux officiels à l'implémentation des décrets d'application de la loi relative à la déclaration des biens à avoir? Depuis bientôt 10 ans, les médias continuent sans cesse de révéler les faits de détournement de fonds publics, mettant encore plus à mal les caisses de l'État, avec le montant de sommes évoquées à même de permettre l'accès aux services essentiels de base, de qualité à des milliers de Camerounais et donc de les sortir de la pauvreté. Inauguration de l'usine de poulet de Yabassi, 6 papins,
600 millions de francs CFA. Ils sont là. Ils sont assis à Yaoundé. Ils se pavanent. Tous les week-ends, on te doit la écrire et Inounak. Personne n'a réussi à déclarer leurs biens. On ne peut pas avoir mis l'article 66 de façon cosmétique dans la Constitution, alors qu'on sait qu'au Cameroun, les détournements de fonds publics ont atteint au moins 2,8 milliards d'euros. C'est trop. C'est trop. Monsieur Michel Ngacho. Mesdames, Messieurs, le mal est profond. Et on espère en même temps que les Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent jusqu'où nous sommes placés. Et la colère de Charles Amène Bachou ce matin voudrait inviter chaque Camerounais, chaque fils de ce pays, qu'il soit à l'intérieur comme à l'extérieur, de comprendre fondamentalement comment des personnes gèrent les biens publics et choisissent de ne pas respecter les textes, bien sûr, mis en place par l'État en question. On parle encore ce matin de l'article 66 de la Constitution. Mais je voudrais vous inviter à aller vous arracher l'ouvrage, s'il vous plaît. Droit constitutionnel et institutions politiques au Cameroun. C'est le tout dernier livre du professeur Maurice Kamto. Allez vous l'arracher. Vous comprendrez. Dans quel pays pouvons-nous accepter une telle gabegie? Que l'on sache en même temps qu'il y a eu des personnes qui ont été impliquées dans les détournements massifs, à l'instar du stade, ou la construction justement des stades aujourd'hui. Que l'on sache qu'il y a des gens qui ont conçu des châteaux, mais sans pour autant vous justifier l'origine de leurs fonds, des argents qu'ils disposent aujourd'hui. Allons regarder le train de vie de certains ministres quand même de la République. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrivera bien sûr à cette constitution, du moins au respect de cet article 66 Mouambengan? Et je me pose une question simple, très simple ce matin. Le peuple camerounais conscient de cela, muet, ne dit rien, comment l'amener à agir? Non, le peuple, on ne peut pas. Il consent. Non, il consent et accompagne cette gabegie, ce vol. Non, le peuple est désarmé depuis longtemps. Le peuple est désarmé et le peuple est orienté par les églises. La conception des églises, je veux dire. Ça veut dire quoi? Le peuple pense qu'il y aura un Messie qui viendra le délivrer de cette tyrannie, de cette oppression. Voilà, c'est pour ça que je parle d'une conception messianique de maître d'église en vérité. Parce que notre cerveau nous amène à croire que, mais n'est-ce pas, Dieu a voulu, si Dieu l'a mis là, on peut laisser, bon, un jour, quelqu'un viendra. Bon, ce qu'on ne se pose pas comme question, c'est qu'en fait, Dieu n'a jamais dit qu'il organisera une assemblée générale des anges et des saints au ciel pour décréter, pour prendre la résolution que tel jour le Cameroun fera ci ou ça. Ici, le problème fondamental qui se pose, je pense que le pasteur Dr Massi Gams l'a compris. Il s'est référé à Dieu. Il a organisé un culte où lui, pasteur de l'église presbytérienne, il a appelé leur association des églises protestantes, il a appelé les imams et les églises catholiques. Ils ont organisé un culte écuménique pour appeler Dieu à descendre et à sur le cœur des dirigeants camerounais pour qu'ils prennent l'engagement de bien diriger leur peuple pour qu'il n'y ait pas de violence. Oui. Voilà, c'était ça. On n'en veut pas, mais c'est la solution, ça a marché ou pas? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un croyant. Je ne suis pas un croyant. Donc, attendons. Apparemment, les voies du Seigneur sont insondables. Et le président de la République a un agenda que tout le monde ne connaît pas. Peut-être que les prières de Monseigneur, Monseigneur Clédal, Massi Gams, qu'il a impliqué avec les imams, et tout ça, vont aboutir un jour. Mais moi, puisque je ne me connais pas dans ce domaine-là, je ne risque pas de m'aventurer. Moi, je reste dans la conception africaine qui voudrait qu'on soit des êtres qui portent leur engagement. Des êtres qui portent leur engagement. Qui portent leur engagement. Parce que chez nous, ce n'est pas Dieu qui a fait tout. Il a un livre où il a écrit quelque part que non, non. Il y a la vie. Il doit avoir un engagement pour la santé. Voilà les préceptes qui orientent la vie d'un Africain.
Et par rapport à ça, nous devons donc former à la citoyenneté. Par exemple, amener les 2 ou 3 personnes qui nous sont favorables à l'Assemblée nationale de tapoter sur ces choses-là, d'interpeller le gouvernement, parce que ici, il y a un décret d'application qui doit mettre en place cette commission dont faisait allusion Charles Hamel tout à l'heure. Mais l'orientation qui avait été faite à l'époque, c'est que, car nous avons beaucoup d'argent, auprès de qui on va le commettre? Avec le vol, avec les donc, et lorsque je vais déclarer que j'ai 3 immeubles à Bonanjo, un compte bancaire ici, on ne va pas en profiter pour me faire, parce que parallèlement, lorsque cette commission, je vais dire ce décret est fait, c'est à ce moment qu'on crée la NIF et la CONAC. Et on interdit aux journalistes de publier, par exemple, les comptes bancaires des gens. Voilà. Donc, quelqu'un... C'est toujours des épées de Damoclès en même temps que l'on place pour vous empêcher de rendre public les informations que vous avez. Oui, tout à fait. Par exemple, vous avez vu en France, Mediapart ou Canard Enchaîné peut dire à Jérôme Cahuzac que même, monsieur le ministre, ce n'est pas vrai. Vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Alors, ici au Cameroun, un journaliste qui le fait, la personne à qui vous le faites, même si vous avez les preuves, il peut vous mettre en prison. Parce que la loi l'interdit. Oui, la loi alors, on a donc taillé la loi pour les plus forts au Cameroun. En ce sens que tout à fait. On a la Constitution et on a ce décret d'application attendu autour de l'article 66 qui devrait rentrer depuis pas mal d'années. Parce que autre chose, et Charles Hamel a bien fait, avant d'y arriver, je pense que le président de la République, il s'est trompé, le peuple, quand même. Parce que la modification de la Constitution de 2008, on y a mis l'article 53 nouveau, Haute Cour de justice. Donc, pour un certain nombre de détournements, peut être assimilé à une trahison. Oui. À une trahison. Donc, vous pouvez penser que s'il y a la Haute Cour de justice et que le président de la République, certains ministres ou autres personnalités sont impliqués, peuvent donc être jugés pour haute trahison. Parce que le code pénal dit, quand vous détournez 500 000, vous êtes susceptible d'être condamné à vie. Mais qu'en est-il de celui qui a détourné les milliards? On en reparle. Donc, en fait, on en reparle parce que c'est très important que les nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent le fond de cette question. Et nous sommes déterminés à vous le dire. Fondamentalement, qui sont ceux qui choisissent de torpiller l'article 66 au Cameroun? Madame, Monsieur, restez des nôtres sur Equinox. Merci à vous, madame, monsieur, bon retour. Et merci encore pour vous qui nous rejoignez à l'instant sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Nous poursuivons nos débats dans ce studio. Mais avant, on voudrait rappeler aux Camerounais qui nous regardent ce matin de faire très attention à la manipulation qui a cours en ce moment sur les réseaux sociaux et qui laisse croire que la question de la crise anglophone sera débattue à la prochaine rencontre, on dira à la prochaine législature de juin 2021 à l'Assemblée nationale. Rien n'est officiel, donc faites attention aux nombreuses manipulations qui sont autour parce que très souvent on lance comme ça dans le pavé cette information pour voir comment les gens vont réagir. Restons focus, restons très vigilants et attendons justement de voir la suite. Allez, nous poursuivons les débats ce matin sur la question bien évidemment de l'article 66. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui les nombreux Camerounais, ou du moins la majorité des Camerounais, ne se posent pas la réelle question sur les raisons pour lesquelles le pays, les gouvernants refusent d'appliquer l'article 66 qui impose à chacun de déclarer ses biens avant d'entrer en fonction et après avoir quitté ses fonctions. Évidemment, qui peut nous dire au Cameroun qui a au moins pour une fois déclaré ses biens avant et après? Alors, est-ce une épée de Damoclès? Comment peut-on lever l'épée aujourd'hui? Le peuple camerounais en lui-même peut-il décider, peut-il peser de tout son poids pour qu'on repense bien sûr la question de cet article 66 de la Constitution? Bon, Bengan, vous avez la parole tout à l'heure et vous semblez quand même nous faire savoir que c'est une question hautement importante que le peuple lui-même, malgré le fait qu'il soit bâillonné, peut toujours, quoi qu'il en soit, peser de son poids à se faire entendre là-dessus. Oui. Parce que la Constitution quand même fait que le peuple, non? Pour gérer l'État. Absolument. Mais nous avons un corps qui ne nous aide pas beaucoup, la justice. Si la justice pouvait se prendre comme pouvoir
et sortir des camisoles du pouvoir exécutif, je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Parce que les députés, en fait, il n'y a presque pas d'élection au Cameroun. Donc, les députés qui sont en majorité du parti au pouvoir et de ses alliés, je veux dire, le combat risque ne peut être pas bien apprécié à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Donc, le groupe de députés d'opposition qui y sont ne va pas peser lourd. Mais au moins, ils pouvaient commencer ce groupe-là, cet embryon pouvait former un embryon pour amener le peuple à travailler dans la logique de la devise paix, travail et la patrie. Oui. C'est-à-dire définir ce que c'est que la paix, ce que c'est que le travail et ce que c'est que la patrie. Et parce qu'on vous dit la paix, la paix, la paix, la paix, c'est quoi? Justement, vous ne pouvez pas être en paix lorsque vous avez certains de vos compatriotes qui volent l'argent et impunément. Ça ne peut pas être possible. Il faut qu'ils rendent gorge, comme dit le président de la République. Mais quels sont les mécanismes qu'ils mettent donc en place? Donc en fait, on est là dans une sorte d'embryon, de cercle vicieux qui empêche le peuple d'agir. Donc, faisons une lecture symbole Bengal. Vous avez les députés qui sont censés être les élus du peuple. Et censés déclarer censés et même déclarer leurs biens. Et censés déclarer eux aussi leurs biens. Voilà. Ils sont élus du peuple. Pas sûr. Regardons très bien le schéma, ensemble. Le peuple doit élire ses représentants à l'Assemblée, si vous voulez, au Parlement, dans sa globalité. Et le régime en place fait semblant, fait sciemment de choisir ceux qui doivent être représentatifs pour conserver les intérêts du régime en question. Et ayant choisi justement les députés qui ne sont pas en réalité les députés, mais qui sont le choix du régime et qui jamais ne lèveront la tête sur la question justement de l'article 66. Puisqu'on le dit aux Camerounais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour le peuple justement de se dire c'est le temps de juger ceux-là qui sont censés entre guillemets représenter ce peuple-là? Et le peuple, s'il s'élève, on ne peut pas nous permettre de le faire comme en Algérie. Il y a le GSO, il y a le GPIC, il y a les IR, il y a le BIR, il y a le... Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous allez vous transformer en chair en canon et ce n'est pas bon. L'orientation qu'on peut faire maintenant, parce que nous n'avons pas de magistrat fou, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction... Mais il n'y en aura jamais. Bon, mais tant qu'ils sont aux affaires, il n'y en aura jamais. Non, il y en a eu. Nous avons eu les gens comme... Au Cameroun, là? Non, nous avons eu Assir Ngouté. Non, on a eu des magistrats qui ont montré quand même. Mais bon, les autres n'ont pas suivi. Est-ce qu'eux aussi devaient déclarer leurs biens? Oui, tout à fait. Et vous voyez des magistrats fous en ce moment au Cameroun? Non, je parle de ceux qui veulent le respect de la loi, le changement. Maintenant, nous pouvons... En fait, la seule chose, ou alors la piste probable qui nous reste maintenant à explorer, c'est d'avoir même 3 ou 4 députés qui vont nous aider à considérer les autres députés comme des traîtres. Parce que justement, ils ne sont pas les députés de la nation. Est-ce qu'on peut avoir dans ces 3 ou 4 députés? C'est ça, en fait, si le peuple a des plaidoiries à faire, c'est à ce niveau-là. Très bien. Si Nietzsche, je ne sais pas, Madame Damjoya, Kabara Dibi, Joshua aussi, en fait, je parle là de ceux qui sont, et voilà, Roland Goïsi, et ainsi de suite. Nous avons Madame Nouran, Poutine, les autres, Biba et François, et tout bon. Est-ce qu'ils peuvent nous aider, Adama Koupit? Est-ce qu'ils peuvent former un petit lobby? Parce que tout commence, même l'enfant qui naît commence par un noyau, non? Voilà, par un embryon qui va devenir même un président de la République quand il sera né. Donc que cet embryon-là existe et commence à interpeller les autres députés en leur disant mais nous sommes les députés de la nation. Nous devons contrôler ceci, nous devons faire ça, nous devons exiger du gouvernement qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Mais comme apparemment beaucoup sont des affairistes, et il y en a un qui nous a dit ça la main le mois, lorsque le sous-préfet a assassiné sa copine, en fait, il y a eu l'assassinat d'une fille, et le sous-préfet était inculpé à Kribi, il nous a dit non. Charles Hamel, vous voulez ma peau? J'ai dit, Charles Hamel, le mois s'est regardé, il dit que votre peau, comment honorable? Il dit non, non. Vous ne connaissez pas les affaires de ce pays. Ce gars peut rebondir à Douala et devenir préfet de Vouri. Je serai cuit. Cuit comment? Il dit mes affaires, bon, pardon. Vous voyez, c'est que quelqu'un, un député, vous le dit. Autre lecture simplement, ça veut dire en réalité que si ce qu'on considère comme les députés
ne parviennent pas à peser de leur poids véritablement pour qu'on repense ou moins qu'on revienne à l'application du texte de loi sur la déclaration des biens au Cameroun, c'est dire en réalité que tous sont les affairistes et tous sont englués dans le faux aujourd'hui. Finalement, on est mal barré là, Isabelle Carrozopet. Ça ne marchera jamais. Ça ne pourra pas marcher. Si rien n'est fait, les députés, si qui on peut espérer, compter qu'ils pèsent de leur poids pour demander qu'on repense justement l'application des applications et dire je de l'État, mais c'est vous qui devez le faire. Si c'est des hommes d'affaires qui sont là pour leurs affaires, pour leur business, ça ne sert à rien justement d'en parler. Oui, parce qu'eux également vous diront, on est venu trouver des autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Autant mieux chacun ne tire que sa part, son épingle du jeu et un point c'est tout. Moi, je crois que c'est la réplique qu'on vous donnera. Sinon, comment expliquer qu'on soit dans un tel contexte, qu'on reste quand même les bras croisés, qu'on ait quand même des choses qui se font avec 2 poids 2 mesures, qu'il y ait des personnes vraiment qui soient arrêtées parce qu'on va vous parler de détournement de deniers publics et tout ce qui va avec, qu'il y ait d'autres vraiment qui ne soient pas arrêtés, ou encore qu'on va arrêter des personnes, les mettre en prison, ils vont vraiment perdre leur vie dans ces prisons. L'argent vraiment qui a été détourné se retrouve où? Qu'est-ce qu'on fait de ça? À quoi ça sert d'arrêter une personne, de jeter en prison, de ne pas pouvoir prendre cet argent, mettre ça au service de la nation et dire que non, voilà, on a puni cette personne. Moi, je crois que ça ne sert à rien. Parce que cette déclaration des biens permet à tous et à chacun, ça permet une certaine transparence dans ce qu'il y a comme gestion aujourd'hui. Parce que quand on prend des exemples simples comme des parkings, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir. Mais franchement, quand vous regardez seulement un parking d'une personne qui soit députée ou ministre ou autre fonctionnaire, vous vous posez bien des questions et vous n'avez pas besoin d'un marabout ou alors d'une calebasse pour savoir vraiment qu'ici, quel qu'en soit ce qu'on peut expliquer, quel qu'en soit le niveau de pourboire, vraiment, là on est au rouge. Si vous permettez une petite anecdote. L'adjoint, c'était une dame, je ne sais pas son nom, de secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, était arrivé au Cameroun. Il avait une séance de travail avec un ministre. Et il avait tenu à ce que la rencontre de travail soit restreinte avec leurs collaborateurs. Et le rendez-vous était pris un week-end au domicile de ce ministre à Yaoundé. Quand la dame arrive, le diplomate arrive, le portail s'ouvre, elle voit tellement de voitures, elle dit à son chauffeur retourner. Mais j'ai dit au ministre qu'on n'allait pas être réduit, je ne sais pas. Quand on annonce au ministre que votre invité est en train de rentrer, l'appelle, il dit, mais monsieur le ministre, pourquoi tant de gens? Il dit, non, non, laissez madame revenir, c'est mon parking. C'est mon parking. Voilà. Vous comprenez, Michel Ngachou? Alors, quand vous parlez de déclaration des biens, vraiment, avec le respect qu'on doit à certains ministres qui sont aujourd'hui en prison, on sait qu'il y en a dont les richesses ont été... Vous les respectez parce qu'ils sont en prison? Bon, on respecte parce que c'est leur dignité aussi. Hein, non, non, il y en a un qui a dit 1 milliard 200 millions, j'ai remboursé ça même maintenant. Voilà. Mais lorsqu'on choisit, parce que ce que moi je veux comprendre en tant que Camerounais, d'aucuns estiment que Michel Ngachou en fait un peu trop, mais je veux comprendre. Lorsqu'on choisit, lorsque l'État choisit de ne pas appliquer l'article 66, est-ce que ce n'est pas l'État, est-ce que ce n'est pas ceux qui gouvernent qui sont arrêtés? Bon, mettez le mot, hein. On ne met pas d'organes, mais est-ce que ce n'est pas des voleurs qui s'arrangent à tailler les textes en leur faveur? On taille les textes, on dit non, comme tu as pris un peu, vraiment, on ne peut pas rendre l'article 66 là public aujourd'hui. On te laisse d'abord faire ce que tu peux faire vu que le parti ne meurt pas. Mais sauf que ça se voit. Mais ça se voit, ça Michel. Se voit, mais le peuple camerounais, c'est ça mon problème. 40 millions de Camerounais, vous ne voyez pas. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous parlez d'un peuple qui est impuissant, un peuple qui est affamé, un peuple qui est pauvre. Nous sommes 40 millions. Oui, des gens qui ont faim, qui ne savent même pas vraiment ce qu'ils auront. Ils vont avoir à manger. Ils ont des enfants. Non, ils ont des enfants à préserver. Et ils savent tous comment ça se passe. Dès que ça va éclater, vous allez prendre vos enfants, vous allez envoyer ailleurs. Vraiment, comme on dit souvent, c'est aussi les enfants des gens, c'est les enfants des autres. Et ils ne veulent pas le faire. Je crois qu'il y a un problème de conscience. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Il y a un problème de conscience qui se pose. Oui. Et je dis toujours le poisson pourri par la tête. Que ceux qui sont plus hauts essayent de mettre de l'ordre. Et je crois que tout ira pour le mieux. Qu'est-ce que ça coûte? Ça veut dire que ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça coûte de demander qu'on applique ça? De déclarer vos biens. Concrètement, ça veut dire en réalité, vraiment le respect que nous devons au chef de l'État.
avec tout le respect que nous lui devons, en réalité, nous devons lui dire, nous Camerounais, que nous ne voulons pas tes discours du 19 mai et qu'on sort. Nous voulons que vous actez l'article, que vous rendez le public le décret d'application sur l'article 66. Parce que je crois en réalité que... Attends, vous demandez au président de se faire harakiri. Bon, justement, parce que si nous, Camerounais, nous disons que nous vous avons élu, et nous vous demandons, nous vous disons parce que nous attendons de vous de façon réelle. Ça veut dire finalement que, humblement, je le dis... Combien d'années après, Michel Ngathie, il y a des quartiers ici, dans une ville comme Douala, quand vous allez dans des coins reculés, où vous avez l'impression que voilà, peut-être personne n'habite là. Quand vous voyez des chantiers, des maisons qui sortent de terre de ce côté, et quand vous dites que c'est pour telle autre personne et tout. Non, mais franchement, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on, Dominique Audrey? Des Camerounais. Tout simplement. Il n'y a pas 36 réponses. Hein. C'est simplement des Camerounais. Et cette situation, ça pousse à la révolte. Ça pousse un peu à la révolte parce qu'on a l'impression d'être des dindons et qu'on est en train de nous farcir. On est dans un pays de boulangers où on nous roule dans la farine encore et encore et encore. Je crois que de 96 à 2020, quelque chose d'année, c'est énorme. 96-2021 c'est ça, si je me trompe. Oui, oui. De 96 à 2021, peut-être on n'avait pas trouvé les mots exacts pour pouvoir mettre sur pied le décret d'application. Peut-être on n'a pas trouvé, 25 ans après. 25 ans après, jusqu'aujourd'hui, on n'a rien pu faire. À travers même le code pénal qui est venu récemment, le nouveau, on se serait dit qu'on aurait pu faire des mentions et tout. Mais moi, je m'interroge, hein. Parce que le Cameroun est signataire de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption. Ce n'est pas exact, mais c'est quelque chose comme ça. Et l'Union africaine également. Et la bonne gouvernance. Voilà. À l'article 6, ça c'est au niveau de l'Union des Nations Unies. Et à l'article 7, on est justement pour la lutte contre cette corruption-là, d'où la naissance de la CONAC. Donc la CONAC sert à quoi? Si on ne peut pas appliquer l'article 66. C'est quoi pourquoi le budget de la CONAC? Est-ce que les Camerounais donc comprennent donc, on va dire, l'entourloupe, la boulangerie dans laquelle, hein, on va dire la farine dans laquelle on a roulé on vous crée la CONAC, la NIF et tout ce qui va avec pour contrôler la corruption, mais on refuse délibérément de déclarer l'article 66. Parce que l'ensemble des rapports seront remis directement au chef de l'État de la CONAC. Tous les rapports sont extrêmement... Docteur Révérend Massi Gams a demandé aux députés de l'aider à modifier les dispositions des textes réglementaires de CONAC pour lui permettre d'être en justice. Bon, et comme l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est orienté, guidé par le gouvernement n'a pas encore cédé. On en revient donc au point zéro. On est nulle part, on allait nulle part, mais on finance simplement ces différentes organisations-là. Donc, c'est dire qu'on perd notre temps. Regardez en Chine, par exemple. Récemment, je veux dire que chaque année quasiment, on nous sort le nombre de fonctionnaires qui ont été corrompus. Il suffit que vous ayez accepté un cadeau, que vous ayez donné quelque chose qui n'aurait pas dû être donné, un pot de vin, pour qu'on vous pioche comme ça. Et ils ont des organes là-bas qui travaillent dessus. On ne peut pas, la CONAC ne peut pas travailler à contrôler les fonctionnaires si en prenant fonction en tant que député, je vais prendre un exemple, ce n'est pas une fixette, hein. On a une députée qui est une femme qui est entreprenante, tout le monde voit ses activités. Par exemple, elle a 1, 2, 3 entreprises simplement. Avant d'être députée. Avant d'être députée. Maintenant, elle vient, moi je suis députée, bon voilà mes biens, j'ai 2 voitures, j'ai un avion, je dis n'importe quoi, et 3 maisons. Bon, maintenant, après, ça c'est dans les 90 jours qui suivent son élection. 60 jours après la fin de son mandat, elle doit être à même de dire que pendant mon exercice, j'ai pu avoir une moto en plus et un scooter. C'est comme ça qu'on pourra contrôler. Justement, c'est comme ça qu'on pourra contrôler. Mais la CONAC ne peut rien, malheureusement, ne peut pas. Elle ne doit pas dire que j'ai acheté. Non, si elle s'est passée par la douane, il doit avoir la traçabilité de tout achat, même sur le plan bancaire. Ce n'est pas une question où elle va venir se parler, on va venir se parler à la télé. C'est la traçabilité. Oui, je parlais de la bonne foi. Quand elle a dit que j'ai des immeubles, elle a fait aujourd'hui, en plus des immeubles, en fait, je n'ai ajouté qu'une moto. Voilà. La bonne fois dans la musique, quand même, où il y a une commission qui sont descendue pour dire, madame, justifiez vos biens. Voilà, justifiez votre moto et elle va dire que pendant mon exercice, avec mon salaire tel, j'ai pu m'offrir tel. Alors, est-ce qu'on se rend donc compte
parce qu'il faut dire les choses clairement pour que les Camerounais se comprennent. Oui. Il y en a qui sont dans le régime, qui se servent dans des lois pour s'entretuer entre eux. C'est-à-dire que je suis aux affaires. C'est moi qui suis en ce moment à la tête des choses. Je sais que l'article 66 n'est pas déclaré. Je sais que M. Mbatu, vous avez X, Y, Z. Moi, je suis au contrôle de l'affaire. Je te dis, bah écoute, monsieur, tant que tu ne manges pas comme je veux. Tant que tu ne me salues pas. Ah, tu ne me salues pas. Tu ne donnes pas le whisky Allez, du chef. j'actionne les leviers pour qu'on vienne justement voir ce que tu disposes comme avoir. Et on déclenche tout un processus contre toi, allant au fou au gnouf. Donc, on se sert dans de la loi pour s'humilier en tant que Camerounais aujourd'hui. Monsieur Michel, je vous envoie sur un seul point. Les députés sortent de l'Assemblée. Au sein de l'Assemblée, il y a une commission qui doit se rassurer de la bonne gestion du micro-projet 8 millions. Ouais. C'est fait au sein de l'Assemblée? Demandez si c'est rendu public. Je demande si c'est fait, d'abord. Si vous avez la réponse, vous comprendrez qu'on ne pourra jamais sortir. Vous avez des députés de cette législature qui sont entrés pauvres. Aujourd'hui, les gars claquent. Je dis, ils sont entrés pauvres. Pauvre, monsieur Michel Ngatou, j'emploie mon mot. Pauvre, malheureux. Mais aujourd'hui, claque. À combien d'années? Ils gagnent les petits marchés, des 4-9, des routes. Ils s'occupent de l'entretien. Je dis, chacun a créé une entreprise qui est entretenue par des ministres. Je le dis aujourd'hui. C'est normal. Le député n'est pas fait pour être riche. Le député est fait pour être pauvre, pour servir le peuple, monsieur Michel Ngatou. Il y a quand même des avantages. J'ai dit, le député est fait pour être pauvre. En termes d'intervention, au niveau du port, on vous a raconté comment des voitures ou des députés courent, non, c'est la voiture, ça va à l'Assemblée, ça va, on vous a raconté tout ce qui se passe. Aujourd'hui, vous décriez ce qui se passe aujourd'hui dans l'armée avec le ministre qui est sorti, mais vous savez comment les gens font pour pouvoir faire? Les gens vivent des prébendes. Voilà ce sur quoi les gens vivent. Monsieur Michel Ngatou, Yaoundé a 1200 maisons de près d'1,5 milliard. 1200 maisons. Par maison. La maison a 1,5 milliard. Oui, par maison. Le bâtiment. Je dis 1200. Je vous dis 1200 et c'est des fonctionnaires. À des postes juteux, ils sont assis. L'Est a 500 ranches. Là-bas, on vient, on rase une zone, on construit des maisons à l'intérieur. Où on loge oncle, tante, cousine, première femme, deuxième femme, troisième femme. C'est des villes dans le village. Il y en a. 500. Je dis à l'Est Cameroun, 500, je vous le dis. Au centre aussi. Non, on a en train de plaidoyer, monsieur Michel. Vous êtes en train de rire. Le littoral a 1500 maisons. De près d'1,5 milliard. 1500 maisons où des gens sont venus enterrer de l'argent. Passer seulement dans certains quartiers, je préfère me taire. Je ne cite pas le nom des quartiers. Et à partir de PK. Non, mais c'était... Ne restez pas au bord de la route à PK. Entrez. À partir de PK, 10, 11, 12, entrez. Vous allez voir, comme on dit le djoundjou le jour. Souffrez que j'emploie le nom du quartier où des gens ont enterré des choses. Allez en Goma. Allez en Gombe. C'est la Douala. Allez voir ce que les gens ont déposé là-bas. C'est des fonctionnaires. Allez à Makepe. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Je l'ai aux impôts. Je tais son nom. On s'est vu. Et je lui ai dit que je vais parler de ça. Monsieur Michel Ngatou, il n'a pas 5 ans aux impôts. On le connaît. Il n'a pas 5 ans aux impôts. Le gars est en train de monter un truc là-bas. C'est dans les plus de 700 millions de francs CFA. Mais arrêtons ça, monsieur Michel Ngatou. Arrêtons ça. On va arrêter comment quand on ne peut pas déclarer la Sanaga maritime. C'est quoi? La Sanaga maritime en a 100. Sanaga maritime, je regarde, je vous dis 100. 1,5 milliard. Et c'est des fonctionnaires. Et ils n'ont pas déclaré leurs biens, monsieur Michel Ngatou. Ils n'ont pas déclaré leurs biens avant, pendant et après. Et ils sont aux affaires. C'est des gens que vous suivez juste dans les cérémonies. Là où il y a gombo, là où il y a artistes. Vous voyez comment les gars pharaons. Beaucoup même ne se lèvent plus, demandent aux gars de venir. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on applique l'article 66 et que le décret de l'article 53 soit mis en valeur, monsieur Michel. En attendant, quand le coup de fil soit passé justement à la fin de l'émission. Kribi en a 600. Non, mais je termine. Kribi en a 600. Ouais.
600, où les gars ont enterré environ l'équivalent de 2 milliards. Les gars ont fait des trucs, des piscines, des jacuzzis, avec tuyaux qui vont au niveau de la mer, retour, c'est du... Mais monsieur Michel Ngacho, oui, vous avez des gens, vous avez des gens aujourd'hui qui se sont empiffrés sur le dos de l'État. Mais ils sont connus. Ils sont connus, c'est des gars qui tournent autour du budget, autour des impôts. Ils sont connus, monsieur. Et ils ne se gênent pas. Je vous épargne ce qui est dans les villages. Hein. Non, et même dans je vous épargne même à l'ouest. Hein. Je vous épargne dans les villages. Ce qu'il y a dans les villages. Parce que vous allez à l'ouest, tout ce qu'on a dit là au centre-sud, c'est zéro. Hein. C'est zéro. Vous allez à l'ouest, vous allez voir ce qu'il y a. C'est vrai qu'on va mettre la connotation opérateur économique. Mais monsieur Michel, je voudrais, Charles. C'est dur. C'est dur de vivre ça. Je ne vous parle pas des parkings. Ce que vous dites fait tellement mal. Ça fait tellement mal. C'est à la limite à se demander véritablement si le petit Camerounais décide lui-même de l'avenir de son pays aujourd'hui. Je voudrais vous envoyer au sud Cameroun, où j'ai eu la chance de présenter pas mal d'événements de ce côté. En allant à Djoum, partant de Sambelema pour Djoum, je regarde la route qui mène à Djoum, partant de Sambelema pour Djoum. Il n'y a pas de route, mais allez voir les maisons qui sont dans la forêt. Mais vous vous demandez finalement, on n'a pas de route, mais on a ce type de maison. Vous sortez juste de 1 kilo, hein, 1 kilo à 2 kilos de l'axe principal. C'est là où vous commencez à voir. Dans la voiture, vous avez la chance d'emprunter un véhicule qui vous dira ça c'est la maison de tel ministre, ça c'est la maison de tel haut gradé de l'armée, ça c'est la maison de tel. Et tous on sait exactement comment ça marche. Mais vous vous demandez, mais vous n'avez pas de route, mais vous avez autant de maisons. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors justement, on va peut-être le dire aux Camerounais. Il est temps également que le petit Camerounais se dise, devrais-je rester muet devant une telle situation? Le Cameroun appartient-il aux Camerounais ou à une caste de personnes au Cameroun? Devrait-on rester muet devant une telle situation? On va vous demander où sont les preuves. Ah ben, attention. En attendant qu'il y ait d'autres coups de fil de menaces, allons lire bien sûr les messages d'Isabelle Carole. Pourquoi vous en riez? Monsieur, on va encore vous dire, sur la dernière fois, on ne parlait plus de X. Ah bon? Ouais, mais on en parle. On évolue. Que nous disent nos téléspectateurs? Je ne fais pas la politique, mais lorsque les soi-disant opposants ont trahi le feu Samuel Ebola, oui, il avait bien dit, nous vivons ce que vous décriez aujourd'hui. C'est Hervé qui signe cette réaction. Bonjour sur le plateau. Concernant l'histoire du jour, si dans un mariage, le niveau d'études de la femme est plus élevé que pour le mari, il n'y aura jamais un terrain d'entente. Pire encore si son salaire est plus élevé. Non, on ne peut pas dire jamais. On dit qu'il y a des difficultés de s'entendre, mais pas jamais. Nous sommes des exemples. Vous parlez de quelle jeunesse au Cameroun? Nous avons la jeunesse la plus amorphe du continent. Des soulards et des drogués, il n'y en a rien à faire. Le mécanisme qui a marqué la résistance est mort. Le peuple s'est réfugié dans l'alcool, dans des fêtes et des choses mondaines. C'est Yende Tala qui envoie ce message. Quand on fait une bonne analyse, le peuple ne s'est pas réfugié. C'est comme si on avait orienté le peuple quelque part, il a refusé le combat. Non. Ça a été savamment monté. Il y a un décret qui date de 1974 qui interdit les débits de poissons à côté des établissements scolaires. Mais comment les autorités administratives arrivent-elles à délivrer les licences d'exploitation des débits de poissons à côté des établissements scolaires? Soyons sérieux. Lorsque l'État prend l'engagement de ne pas suivre, comme lui avait conseillé le professeur Georges Ngango, conseiller aux affaires économiques de la présidence, de signer des contrats de performance avec les entreprises et que le chef de l'État et l'Assemblée aient décidé de les liquider, de mettre les gens au chômage, comme ça, vous voyez, il y a eu des parents qui ont abandonné femmes et enfants. Il y en a qui ont perdu le nord. Les messages. La mère de la fille ne sait pas ce qu'elle dit. L'école ne doit pas être un frein pour le mariage. Si le couple maîtrise l'école de la vie. Ben Bombok, vous dites vrai que vous n'avez pas fréquenté.
Oui. Si, je me suis arrêté au cours élémentaire 2. J'ai eu le cours élémentaire deuxième année. Voilà, j'ai eu le CEPI quelques années plus tard, longtemps après. On évolue. Donc, j'ai quand même fréquenté. La mère devrait comprendre, si son interdiction est vraiment au sens propre, que ce n'est pas le diplôme qui fait un homme. Cet homme peut n'avoir que son BEPC et être aussi, sinon cultivé, attentionné, humain, sociable, que certains de nos diplômés en master doctorat aujourd'hui. Ce qui compte à un certain niveau, c'est entre autres le niveau de responsabilité au détriment du nombre de diplômes. Le diplôme académique n'apprend pas comment vivre en couple et prendre soin de sa famille. Daniel depuis Yaoundé qui envoie le message. Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on nous dit sur Equinox TV? Béatrice José, qui va déclarer les fonctionnaires les fonctionnaires sont les plus riches de ce pays et ce sont eux qui représentent l'administration et c'est la loi. Vous attendez quoi? Réveillez-vous, c'est tout. Oh là là. Quelqu'un avait déclaré devant le juge, à l'époque c'était Pascal Maniagabe Mabé, quand on l'avait interpellé en plein tribunal, il a dit « J'ai dépensé l'argent parce que chaque fois qu'il y avait les mouvements, les accueils, je sortais l'argent pour que les groupes de danse traditionnels et les sections aillent accueillir les noms. » Jean-Paul Mbélé estime que les médias ont une grosse part de responsabilité dans la culture certainement de masse. Oui, c'est ce que nous faisons tous les jours. Tout à fait. Tatiana Clara, l'épervier, l'opération est à tête chercheuse. Dès que ils estiment qu'ils sont inquiétés, les gouvernants, on lance une enquête qui va frapper la personne qui constitue une menace. Et le peuple va chanter en disant que non, vraiment l'action a été bien pensée. Et pourtant, c'est tout un système qui est à revoir. L'article 66 ne peut pas être appliqué juste parce que le commandant en chef risque d'être pris à son propre piège. Tu es d'accord avec ça, Bombo? Oui. Oui, parce que l'un de ses anciens proches collaborateurs, professeur Titi Sezoa, lorsqu'il démissionne dimanche le 20 avril 1997, il accorde une interview à B.C. Séverin Tchouke de la Nouvelle Expression et Titi Sezoa, il est encore vivant. Il avait dit quelque part, le Camerounais le plus riche c'est Paul Biya. Il est même plus riche qu'on ne l'imagine. Déclaration de Titi Sezoa. Tout à fait. Merci beaucoup Mbombo. Mesdames et messieurs, restons sur Equinox Télévision, restez sur 10 le Zénith. Dans un instant, nous parlerons d'autres choses, mais surtout nous tentons de mieux comprendre ce qui s'est passé sur la toile. Les réseaux sociaux nous permettent également aujourd'hui d'aller lire un tout petit peu la liberté de temps que certains Camerounais peuvent bien avoir. Mais avant, Constille Lamé est avec nous ce matin. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Alors, Constille Lamine, bonjour à vous et bienvenue ce matin, chef frère. Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. À l'endroit, bien sûr, de tous les clients du concept Salaka, c'est un mercredi, pas comme les autres, c'est un mercredi tout à fait spécial. Pourquoi est-ce spécial? Parce que j'offre aux 10 premiers clients qui vont venir du côté du magasin 1001 tapis, je dis bien les 10 premiers clients à commander un tapis de braise et qui vont se rendre du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ils vont recevoir 1 kg de maquereau gratuitement qu'on leur donnera. Ce kilogramme de maquereau leur permettra bien entendu de pouvoir tester et eux-mêmes et d'apprécier la qualité et surtout l'originalité du tapis de braise. Je rappelle que les 10 premiers clients qui
qui vont appeler à ce numéro de téléphone et qui vont se rendre du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ils auront l'occasion de recevoir gratuitement 1 kilogramme de maquereau Oya Oya. Et vous savez très bien que quand le concept Salaka dit, il réalise ce qu'il dit. Donc les 10 premiers clients à acheter un tapis de braise, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, recevront gratuitement 1 kilogramme de maquereau Oya Oya. Ne pouvant pas expédier le maquereau pour les clients qui sont hors de la ville de Douala, alors pour les clients qui sont hors de Douala, notamment à Bafoussam, à Yaoundé, à Garoua, en Gueulemendouka, dès que vous allez commander, si vous êtes parmi les 10 premiers clients à commander le tapis de braise, vous allez recevoir gratuitement ces chocolats, notamment 2 barres, c'est-à-dire 2 tablettes de chocolat, un chocolat 100% camerounais, le chocolat Nyamboa, qu'on vous donnera gratuitement pour les 10 premiers clients qui vont commander un tapis de braise et qui sont hors de la ville de Douala. C'est donc le spécial Salaka de cette journée commerciale. Je le rappelle, vous êtes hors de Douala, vous êtes parmi ceux-là qui vont appeler dès à présent pendant que je suis en train de communiquer. On note votre numéro de téléphone, on note votre commande et lors de l'expédition, on mettra dans votre colis 2 tablettes de chocolat, un chocolat 100% camerounais, le chocolat Nyamboa. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc là le spécial Salaka de ce mercredi matin, comme tous les mercredis d'ailleurs. Nous allons donc tout de suite entrer dans la présentation de notre tapis de braise. Oui, comme le spot l'a dit, c'est un tapis de braise de qualité. C'est un tapis qui vous permet de faire une braise d'origine, une braise rapide, une braise soignée. Ce tapis de braise a une longue durée de vie. Ce tapis de braise est pratique, il ne se brûle pas, il est rapide, il permet de donner un goût particulier à votre braise, que ce soit le poisson, que ce soit la viande, que ce soit le poulet. Je vous recommande d'utiliser le tapis for braise. Yes, any man must commander a tapis for braise qui est en vente uniquement au magasin 1001 tapis au prix de 10 000 francs, mais dans le cadre de la promotion, nous le vendons à moins de 10 000 francs, votre tapis de braise. Il y a également les gants de cuisine. Parlons des gants de cuisine, regardez cet élément. Je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Alors, je dirais tout simplement en un seul mot que ces gants de cuisine sont également au magasin 1001 tapis. Vous les avez à moins de 6 000 francs la paire de gants. Il est important de sécuriser ses doigts. Il est important d'être moderne quand on est à la cuisine. Et aujourd'hui, le concept Salaka vous donne des produits innovants, des produits de très très bonne qualité, notamment les gants de cuisine que voici. Vous avez la paire à 6 000, mais dans le cadre de la promotion, vous l'avez à moins de 6 000 francs. Les restaurateurs, les braiseuses, tous ceux-là qui font dans la cuisine, je vous recommande les gants de cuisine encore appelés Super Gants. Et ne l'oubliez pas, votre tapis de braise est également au magasin 1001 tapis à moins de 10 000. Nous vous retrouverons assurément tout à l'heure avec d'autres propositions à l'endroit du grand public camerounais qui nous regarde fièrement chaque matin. Merci à vous, merci à ceux et celles qui à l'instant prennent l'habitude, prennent, on va dire, attache avec nous. On en profite pour adresser un message sympathique mais surtout de réconfort aux Camerounais qui sont couchés en ce moment sur un lit d'hôpital. On sait pas exactement ce que vous faites. Vraiment beaucoup de courage à vous. Et il y en a qui ont la chance au moins de regarder la télévision pendant qu'ils sont alités. Beaucoup de courage à vous. On en profite également pour saluer les nombreux Camerounais qui dans les prisons nous regardent chaque matin. Beaucoup de courage à vous. Avec vous, quoi qu'il en soit, ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des frères et des sœurs là-bas. Et nous vous adressons tout notre soutien. Merci de garder le moral très haut face justement au traitement que l'on connaît vis-à-vis de cette grande famille que vous êtes dans ces prisons. Allez, Isabelle Carros-Zoupette, nous nous retournons vers vous pour en savoir un peu plus sur ce que nous propose la toile. Qu'est-ce qui fait bien sûr la une là-bas?
Oui, ce qu'on a retenu bien évidemment pour vous dans le cadre de cette rubrique pour cette journée, oui, ce sont ces images bien sûr des ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun qui ont investi, il faut le dire, les services du Premier ministre donc pour réclamer le paiement de leurs droits. Il faut noter que ces ex-employés du chantier naval et industriel du Cameroun étaient donc licenciés de façon abusive en 2009. Donc, ils en ont choisi donc de manifester devant la primature à Yaoundé. Ils réclament plus de 990 millions de francs CFA à l'État. Cette somme représente donc leurs droits de paiement liés à leur licenciement. Et voilà, c'est pour ça donc qu'ils ont choisi d'investir l'entrée des services du Premier ministre pour réclamer dans le paiement de leurs droits sociaux. Il faut noter qu'une escouade de policiers a fait irruption sur les lieux de la manifestation, a arraché justement la banderole afin de disperser les grévistes. Voilà. Et on peut bien sûr lire, il y a 2 premiers ministres dans le pays, M. Fouda, Séraphin Magloire, libérez notre dossier. C'est lui le problème alors, Charles Hamel? Quand on lit comme ça, on se dit que c'est lui le problème? Monsieur Michel, posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi quand les policiers sont arrivés, la première chose qu'ils arrachaient, c'était d'abord les banderoles. Pourquoi c'était d'abord les banderoles? Ils n'ont pas causé avec les gars, ils arrachaient d'abord les banderoles. C'est dit que les messages sont assez forts. Monsieur Michel, on parle quand même de 2009. 2009, 2019, 10 ans. 2019, 2021, ça 12 fait ans. 12 ans. Monsieur Michel, c'est trop. C'est 13 ans. 2019-2021, ça fait 13 ans. Ouais. Ça fait 13 ans, monsieur Michel Ngachou. Non, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Je compte 2021. Ah d'accord. Bon, évolue. Ça fait 13 ans, monsieur Michel Ngachou, que les pauvres vous demandent de l'argent. Ils vivent comment? À 13 ans. Les ex-employés de la BIAO sont dans quel état? Ceux de la Camship, dont on avait obligé absolument de se retrouver à devenir actionnaires. Et quelques semaines après qu'on a fait des retenues parce qu'il devait devenir actionnaire, on a liquidé M. Michel Ngachou à 150 millions. Ils sont où? Voilà comment fonctionne ce pays. Revenez demain. Non, revenez après-demain. Non, revenez avant-hier. Pourquoi vous n'êtes pas venu hier? Non, revenez. Vous avez des gens qui partent de tout le Cameroun tout entier. Des gens qui sont à Maroua, des gens qui sont à Guidé, des gens... Il y a d'autres qui sont malades, monsieur Michel Ngachou. Très malades. D'autres qui ont des parents, des enfants, des femmes. Ça ne tient pas. Ça coûte quoi de les payer? L'argent de la canne est passé où? Allez, posez-vous les bonnes questions, monsieur Michel Ngachou. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont détourner l'argent des pauvres? Vous avez des salaires faramineux. Vous êtes le président du conseil d'administration d'au moins 3 structures. Vous seul, là-bas, Yaoundé. Vous contrôlez à gauche, vous contrôlez l'agrément des livres, vous contrôlez ici devant. Mais monsieur Michel, le fonctionnaire a pour devoir de servir le peuple. Et non se servir. À l'époque, lorsque Alors, Fondidam, lorsqu'il prenait toutes ces grandes structures, M. Michel Ngachou, c'était de la boue. C'était de la boue, M. Michel Ngachou. Regardez comment Fondidam a travaillé. Il a fait du chantier naval une structure florissante, M. Michel Ngachou. Les gens se vantaient d'être au chantier naval. Il a redressé, il a aménagé. mais il est fini comment? Il est où aujourd'hui? Il finit comment? Parce qu'il a plu. Parce qu'il a plu, M. Michel Ngachou. On a commencé à s'intéresser. Des gars n'avaient pas ce genre de problème. Pourquoi arracher et les disperser? Pourquoi depuis hier à aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule sortie? Monsieur Michel Ngachou, Pas une seule sortie, une Pas seule une déclaration Même- pour dire que ces garçons mentent. Même au niveau, on va dire, de l'information qui est censée être revenir de la chaîne publique camerounaise, on n'a pas entendu un seul son de cloche sur cette question. Bon, dites-nous vraiment, est-ce que c'est de cette façon qu'on doit gérer un peuple? Est-ce que même si le peuple est aussi amorphe, on doit tout faire pour spolier ce peuple, l'abrutir, le voler? 2009-2021 quand même. Et les noms sont là, connus. Le chef de l'État nous regarde. Est-il vraiment impuissant devant ces Camerounais-là? Il refuse de résoudre le problème. D'abord, la banderole. Moi, je me limite à la banderole. La banderole peut
nécessiter, peut aboutir à au moins 3 thèses de doctorat. Comment vous pouvez dire que le secrétaire général des services du Premier ministre bloque le dossier et ce sont les compatriotes qui interpellent le Premier ministre pour débloquer le dossier dans son secrétariat? Incroyable. Ça veut dire... Et dire qu'il y a 2 premiers ministres dans ce pays. Voilà, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il y a un manque de cohésion dans l'action gouvernementale, à commencer par le cabinet du Premier ministre, celui qui coordonne l'action gouvernementale. C'est ce que ça veut dire en fait. Ou alors, ça veut dire que M. Séraphin Fouda, lui, il a les entrées à la présidence de la République que le Premier ministre n'a pas. Et que lui, absolument, et que il pense qu'il est donc le réseau de M. Fouda en train de bloquer et que le Premier ministre utilise son réseau. D'un cas comme de l'autre, c'est que le pays marche par la tête. On ne marche pas sur nos 2 pieds. C'est ce que ça veut dire en réalité. Hein. Donc, ce qui se passe là, c'est ce que disait Chalamel de l'autre côté. Tout le monde savait que le chantier naval était bloqué précisément parce que lorsqu'on enlève Fondindam, c'est lui qui avait la signature. Donc, n'oublions pas, un certain ancien enseignant de l'École nationale supérieure polytechnique. Et dans certains milieux, sa signature passait. C'était comme un peu Charles Métou quand il était à la Sonara. Quand de nouvelles personnes arrivent, le même commissaire n'existe plus. Et surtout, les nouvelles personnes qui arrivent se mettent à piocher. Ils ne sont plus dans les normes des standards internationaux. Ça bloque donc tout, détournement et tout, salaire impayé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le gouvernement donc, qui est le patron du chantier naval, a réagi comment? On laisse la politique des réseaux, comme disait Charles Ateba Yéné, de glorieuses mémoires. Voilà, c'est ça, en fait, c'est ce qu'exprime la banderole. Les noms sont bien sûr donnés sur cette banderole, madame, messieurs. Les Camerounais qui nous regardent comprendront exactement où est le problème aujourd'hui, en espérant que l'on puisse l'avoir. On va peut-être demander humblement à la réalisation de nous représenter à nouveau cette banderole-là qui écume aujourd'hui les réseaux sociaux pour qu'on puisse mieux comprendre en réalité. Parce que si les Camerounais en parlent, on devrait les accompagner dans cette revendication permanente-là. Et c'est assez compliqué. Bon, au cas contraire, il n'y a pas de souci. On évoluera avec vous, Isabelle Carole, pour le prochain sujet. Oui, prochain sujet, bien sûr, on parle donc du ministre de la Défense qui dénonce une tentative de corruption. Il a donc tenu à faire un communiqué de presse, j'allais dire, et c'est bien sûr justement par rapport à tous ces concours qui ont été donc lancés de ce côté. Il dit, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a l'honneur de communiquer ce qui suit depuis la publication des avis de lancement des concours d'entrée à l'ENIA et à la gendarmerie, non, afin que des recrutements dans les armées, ces services croulent sous des demandes et recommandations assorties des récépissés de dépôt de dossiers pour tenter d'obtenir l'admission de certains candidats au mépris du principe du mérite. Donc je préfère m'arrêter là parce que c'est l'essentiel, bref, de ce qu'il faut retenir dans ce qu'il soit aujourd'hui en train de dénoncer. C'est bien dommage qu'à peine on veut lancer un concours qu'il y a là des personnes qui sont en train de construire les dossiers et on sait très bien comment ça se passe, de mettre les cachets au-dessus, de mettre une signature pour dire que tel dossier ou tel autre. Non, mais il fait déjà un communiqué pour mettre en garde cela. Dominique Audrey. C'est le tout premier concours depuis qu'il est là. Ça ne vous choque pas, Dominique? Enfin, ça vous choque. On commence toujours quelque part. Ce qui me choque, c'est que ce soit le communiqué soit aujourd'hui. C'est comme l'eau des néons. Parce laissez tomber, c'est la grande muette. Les coups de fil pourront encore passer après. Et puis on vous dit, monsieur, interdit d'en parler. Non, c'est pas nouveau. Le ministère délégué à la défense chargé de la défense voudrait procéder à un recrutement normal. Claire. Voilà. C'est ça qu'il veut. Il veut avoir des éléments bien formés qui sont aptes à passer les examens nécessaires. C'est ça qu'il veut. Très bien. Bon, sauf que ça pose un problème. Oui. Le problème que ça pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait des précédents recrutations. Autant pour moi. Il a en son sein des cellules. Est-ce que ces recrutements étaient les bons? Rappelons-nous quand même, Bombok Bengan, qu'il y a, je pense, 4-5 ans, c'est à l'époque de Mebengo, si je ne me trompe pas, où il y avait toute une promotion qu'on avait chassée de Moutenguene. Vous vous rappelez? Toute une promotion qu'on avait chassée parce qu'on avait estimé qui n'avaient pas respecté les canons. On les a jetés dehors. C'est vrai que ça avait fait un tollé, mais il avait dit il faut qu'il y ait de bons éléments.
Pourquoi ne pas procéder? On le sait. Les députés envoient la liste, les chargés de délégation départementale, régionale et consorts envoient la liste. Donc, il faudrait bien évidemment qu'on dise, on a décrié cela à l'ENAM. Vous vous souvenez, ce n'était pas nous. C'était des candidats qui avaient décrié en disant qu'ils avaient Tchoko dans la liste de leur région. Ils sont surpris qu'à arriver là-bas, on dit qu'on a enlevé leur nom. Pourtant, c'est des millions qu'ils avaient donnés. S'il faut le décrire, décrions pour tous une fois. Non, il est dans son département ministériel. Quelles sont les mesures? Il va prendre. Il a dit, je ne prends pas. Vous voulez Tchoko, le recrutement, moi je ne prends pas. C'est normal. Attendons de voir. Il a dit que vous les députés, vous qui avez les portes où vous entrez là, les Tchoko, je ne prends pas. Attendons de voir. La preuve, c'est lui qui avait appelé les équipes de reportage pour détecter les gars qui ne mettaient pas, qui faisaient les faux sacs et tout. Voilà. Quand il y avait des charges à faire, un certain nombre de choses. Merci, ce genre d'éléments, je ne veux pas. Allez, dans un instant, on va lire les téléspectateurs. Parce que le nom d'une nièce n'avait pas figuré. Espérons, les vérités aussi vont sortir derrière cette affaire. Permettez, Charles Hamel, le temps, justement, on va d'abord retrouver Constille Lamine, qui est avec nous un appareil qui nous permet de nettoyer les oreilles. Nous allons le retrouver dans un instant et nous reviendrons bien sûr à la lecture des nombreux messages que vous nous avez laissés ce matin. Constille, bonjour. Nos conduits auditifs, une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles ? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Le cérumen, c'est cette cire que nous sécrétons dans nos conduits. Beaucoup, Constille Lamine. Qu'est-ce qu'on peut dire en complément, s'il vous plaît? Alors, ce qu'on va dire déjà ce matin, c'est que nous lançons ce nouvel arrivage des appareils pour nettoyer les oreilles par des grandes campagnes de démonstration dans les établissements scolaires de la ville de Douala et dans certaines régions du Cameroun. On a fait des démonstrations sur le tapis de braise auprès des différents, dans certains restaurants, mais nous lançons dès vendredi, c'est-à-dire ce vendredi à partir de 7h30 lors du rassemblement dans certains établissements de la ville de Douala. Et nous allons commencer ce vendredi par le collège Tchefa Fils, du côté bien sûr de Bonabéry, avec le soutien de son fondateur, M. Pagop Etienne, qui a permis au concept Salaka de présenter officiellement cet appareil qui nettoie les oreilles à tous les élèves de son établissement, du côté bien sûr de Bonabéry. Donc nous serons ce vendredi matin à partir de 7h lors du grand rassemblement de la fin de semaine, du côté bien sûr du collège Tchefa Fils, c'est à Bonabéry, à Douala au Cameroun. Question de faire une démonstration devant les élèves, question de présenter cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Pourquoi nous commençons par les élèves? Parce que ces élèves-là ont besoin des oreilles nettoyées, ont besoin de bien écouter les cours pendant que les enseignants dispensent les cours. Il ne faudrait pas qu'un élève dise que non, je n'ai rien entendu, je n'ai rien compris parce que j'ai les oreilles qui sont bouchées. Non, vous n'aurez plus les oreilles bouchées parce que le concept Salaka a un appareil qui vous permet de nettoyer délicatement les oreilles. Que ce soit pour les bébés, les personnes très âgées, les adolescents, les adultes, chacun devrait avoir un appareil pour nettoyer les oreilles à la maison. Oui, cet appareil il est important, il est facile à utiliser. Voilà comment il se présente. Il sort dans un coffret comme celui-ci. Et à l'intérieur du coffret, vous avez 4 accessoires, notamment ces 2 bouts. Vous avez le tube principal que voici. Vous avez également, bien entendu, un petit balai qui vous permet de nettoyer l'appareil après l'avoir utilisé. Il est pratique. Vous l'avez au magasin Mille un Tapis au prix de 7 000 francs.
à l'occasion de la double réduction. Cet appareil, il est important de l'avoir. Ça s'appelle appareil pour nettoyer oreilles. En anglais, vous l'avez donc à 7000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin, 1001 tapis. C'est à Douala, au Cameroun. N'hésitez surtout pas, appelez et commandez votre appareil pour nettoyer les oreilles. Merci beaucoup. Quelques messages rapidement, Dominique Audrey, avant de sortir de l'émission. Je vous en prie. Oui. Charles Amel, il y en a même qui disent carrément à leur mère on engagera des ménagères. C'est quand on leur demande comment est-ce que vos maris vont faire pour manger quand vous ne savez pas faire la cuisine. On a Jean-Bernard Tetmengonga. Regardez le discours de Sékou Touré à Paris où d'entrée de jeu il annonce qu'il n'a que le CEP et pourtant tout le monde est subjugué dans l'assistance. Je crois que c'est en rapport avec l'histoire de ce matin qui présentait un monsieur qui n'a pas l'équivalent du diplôme de la femme avec qui il aimerait bien passer sa vie, mais sa belle-mère pourrait être un potentiel obstacle à leur relation. Mami Tonta Pradra, certains hommes instruits sont en majorité des personnes très mal dans leur comportement. Touré Sankara, je connais un couple dont la femme a un doctorat et l'homme n'avait que la maîtrise au moment de leur mariage et à ce moment-là, la mère de la fille refusait le mariage. Aujourd'hui, le gars s'occupe tellement bien de la famille que tout le monde ne jure que par lui. Merci beaucoup Dominique Audrey. Merci à vous madame, monsieur. Merci pour l'attention que vous nous accordez chaque matin. Je voudrais saluer ici Charles Membachou, Bonbon Bengan Kanji, vous-même Dominique Audrey Yengelek et Carole Isabelle Carozopet. Madame, monsieur, on vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. N'oubliez pas, les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Il faut s'y intéresser. À demain.